Oui, tout a commencé lorsque j'ai fait une découverte assez effrayante. Au moment d'une préparation d'une vidéo, j'ai regardé les volumes de transactions du Bitcoin. Et outre le fait qu'on soit passé en dessous du précédent ATH, qui était autour des 19 400 $ en décembre 2017, et oui, on a cassé le précédent ATH en tapant les 18 000 $, mais franchement, c'est surtout le volume qui m'a attiré. Et du coup, je me suis interrogé et j'ai regardé le volume du précédent bear market et on se rendait compte qu'en 2019, on était aux alentours des 5 milliards de dollars échangés toutes les 24 heures. Et aujourd'hui en 2022, alors que beaucoup de personnes disent qu'on est proche du bottom, de la valorisation la plus basse qu'on peut avoir sur le Bitcoin, après la grosse chute et l'ATH de novembre 2021, on a des volumes de transactions sur le Bitcoin entre 20 et 30 milliards de dollars toutes les 24 heures. Alors oui, on est plus qu'en 2019, mais sachant qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont rentrés dans le game ces dernières années, et même qu'on estime qu'on a gagné entre 3 et 5 ans d'adoption grâce au Covid, parce que beaucoup de personnes étaient bloquées chez eux et se sont intéressés à comment générer de l'argent, des revenus passifs, et ils se sont informés donc sur les actions, mais également sur la crypto-monnaie qui a amené à l'adoption, à ce qu'il y ait de plus en plus d'investisseurs. Et ce volume de transactions est quand même très faible. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que le Bitcoin peut atteindre 0 $? Bitcoin will go to fucking zero in a microsecond. Like that. Bitcoin will go to fucking zero. Et voyons maintenant si on s'émancipe du Bitcoin et on dézoome sur toutes les crypto-monnaies qu'il y a en circulation. Et selon CoinMarketCap, on a plus de 21 000 cryptos qui sont référencés sur ce site référence, mais il en existe plein d'autres. Et là, je vais te dire, c'est encore plus flippant. Et oui, en 2019, si on regarde la chart, c'est-à-dire le graphique, il y avait environ 50 milliards de dollars qui s'échangeaient toutes les 24 heures. Et aujourd'hui, alors que l'adoption a explosé, on est toujours autour de ces 50 milliards. Et sachant qu'aujourd'hui la dominance du Bitcoin est de 40%. Et donc entre 2019 et 2022, il n'y a pas énormément de changements dans le volume de transactions alors qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs. Alors oui, il y a plein de choses qui peuvent amener à ça et qui peuvent l'expliquer et on va en parler ici dans cette vidéo. Qu'est-ce qui peut expliquer ces chiffres-là? Et pour cela, je retirerai temporairement ma casquette d'investisseur et de mec bullish sur la crypto et de complètement dézoomer, de prendre du recul pour voir qu'est-ce qui peut amener le Bitcoin à atteindre 0. Alors souvent, on pense à cette phrase qui dit « N'investis que ce que tu es prêt à perdre ». Alors oui, il faut se le dire à chaque fois qu'on investit dans quelque chose et surtout tout ce qui est finance et investissement, que ce soit les actions, l'immobilier, même s'il y a très peu de risques, mais surtout la crypto-monnaie, il faut être prêt à tout perdre. Bon, c'est vrai que ça fout la rage de tout perdre et que ça tombe à 0 et on l'a vu dernièrement avec le Luna et l'UST, comme quoi une monnaie pouvait atteindre 0 en l'espace de quelques jours. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, it went to zero. Et on a vu, il y a plein d'investisseurs, des millionnaires et des milliardaires qui ont investi sur le Luna et qui se sont complètement crashés. Et ici, on peut par exemple citer Mike Novogratz, qui est le CEO, le PDG de Galaxy Digital et dont la fortune en novembre 2021, c'est-à-dire au pic du bull run, était estimée à 8,5 milliards pour ensuite voir sa fortune fondre comme neige au soleil à 2,5 milliards. Et Mike Novogratz était un investisseur du Bitcoin et surtout du Luna. Il s'est fait même tatouer ici le tatouage du Bitcoin et du Luna, car c'était un fervent admirateur du Luna. Mais ici, le Luna, c'est pas le Bitcoin et le Bitcoin n'est pas Luna. Et qu'est-ce qu'on en retire de cette leçon du Luna? Qu'il est très important de diversifier sur différentes crypto-monnaies et de pas tout mettre sur une seule, de pas être marié à une crypto. Moi-même, j'étais marié à une crypto, mais j'ai appris à divorcer et des fois à vendre à perte. Et ça m'est arrivé surtout une fois, je t'en ai parlé sur ma chaîne, tu me le mets en commentaire si tu te rappelles.
rappelle c'était quelle crypto. Mais bref, il faut savoir qu'une crypto peut apparaître comme ça dans l'écosystème et peut tout de suite disparaître. Mais bref, revenons à nos moutons et voyons quels sont les différents scénarios, oui là je l'ai bien dit, qui amèneraient le Bitcoin à atteindre zéro. Et bien le tout premier pourrait venir des exchanges, c'est-à-dire des plateformes qui proposent de convertir des euros, des dollars contre du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Car oui, les exchanges possèdent énormément de crypto puisqu'ils proposent ce service-là. Et si une plateforme venait à être hackée, alors ça arrive très rarement, mais ça arrive, et ben on aurait beaucoup moins confiance dans cette plateforme et donc également dans l'écosystème crypto. Et donc ça ferait chuter drastiquement le prix. Et c'est ce qui est arrivé dernièrement, enfin bon, ça fait quelques années maintenant avec BitConnect. Je sais pas si tu as connu ça. Hey, hey, BitConnect! Mais ils proposaient 40% de rendement sur leur plateforme et BitConnect s'est avéré être une pyramide de Ponzi qui a coûté à ses investisseurs la bagatelle de 30,5 milliards et surtout a réduit fortement la confiance des investisseurs à investir dans la crypto-monnaie. Et le deuxième scénario, je te parlais que les échangeurs avaient des crypto-monnaies, mais ce ne sont pas celles qui possèdent le plus, car je ne sais pas si tu sais, mais les gouvernements possèdent énormément de Bitcoin. Et pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce qu'ils ont saisi des Bitcoins et ces Bitcoins-là ont été saisis à cause de transactions liées au terrorisme, au blanchiment d'argent, à la drogue, bref, à des activités illicites. Ils ont récupéré ces Bitcoins-là et ces gouvernements-là les possèdent. Et il faut savoir que les plus grandes puissances de ce monde que sont les États-Unis ou la Chine possèdent énormément de Bitcoin. Par exemple, sur la seule année 2021, les États-Unis ont saisi plus de 1 milliard de Bitcoin et on estime qu'en février 2022, les États-Unis possédaient 4,08 milliards de dollars en Bitcoin, alors qu'à l'époque, à cette époque-là, Tesla possédait 1,8 milliard. Je te rappelle que Tesla avait investi 1,5 milliard et ensuite ils se sont délestés de 75% de leur Bitcoin, ce qui correspond aujourd'hui à 280 millions de dollars. Et la Chine, quant à elle, en septembre 2021, on estimait qu'elle possédait 0,9% des Bitcoins en circulation. Et combien ça fait? Ça fait 194 775 Bitcoins. Et si on arrondit aux 20 000 dollars du Bitcoin d'aujourd'hui, cela correspond à 4 milliards de dollars. Alors oui, ça peut faire peur comme ça. Est-ce que les gouvernements pourraient et devraient revendre leur Bitcoin aujourd'hui? Franchement, je l'espère pas parce que ça ferait chuter de façon catégorique le cours du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies. Avant de continuer cette vidéo, parlons du sponsor du jour. Je t'en ai déjà parlé, c'est le projet Winkiverse. Winkiverse, c'est un jeu éducatif dans la métaverse et ils ont lancé le 22 novembre, donc il y a très peu de temps, le drop 2 et donc la vente de Land qui consiste en 3 lots de 1000 Land et avec la possibilité d'acheter des Land autour de personnalités, de célébrités, d'influenceurs. Et donc ils m'ont gentiment donné un Land et ici tu verras, ça ressemble à Sandbox. Et d'ailleurs Sébastien Borget qui est sur The Sandbox est également dans le projet. Et donc ici tu peux acquérir deux types de Land. Tu as le standard ou tu as le légendaire et acheter ces Land permet différentes choses comme manager des opérations, gagner des profits, créer une expérience mais également personnaliser complètement ta Land ou participer à la DAO, c'est-à-dire participer à toutes les décisions. Et d'ailleurs si tu vas acheter un Land, tu as 5% en cashback en Winky. Ici c'est pas de l'affiliation, c'est juste une réduction pour toi si jamais tu veux investir dans le projet. Donc voilà, merci à Winkiverse d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et repassons au sujet principal. Le troisième scénario là-dedans, alors oui ça fait peur, ça viendrait du Bitcoin lui-même car le Bitcoin est une révolution qui a été créée en 2019 grâce à la blockchain, grâce à la confiance qu'on a dans la blockchain avec la validation des transactions, le fait que Bitcoin n'ait jamais été hacké, mais il a des aspects négatifs, c'est que le réseau est plutôt lent, il est cher en termes de transactions, alors il y en a qui parlent également de la pollution, mais on a vu
vu que Bitcoin, le réseau Bitcoin repose également sur des énergies renouvelables et il y en a des tonnes, le solaire, l'hydraulique, même du volcanique puisque Salvador, l'État du Salvador qui a légalisé et officialisé Bitcoin comme une monnaie officielle, et mine du Bitcoin tout en haut de leur volcan. Et surtout, le problème, contrairement à d'autres crypto-monnaies, c'est que Bitcoin n'a pas une réelle utilité. C'était la toute première crypto et il y en a d'autres aujourd'hui qui la dépassent en termes d'utilité. Si on prend par exemple la deuxième crypto qui est Ethereum en termes de capitalisation, Ethereum a plus d'utilité puisqu'il y a tout un écosystème qui tourne autour. Il y a également les NFT. Et surtout, Ethereum a la flexibilité que n'a pas Bitcoin. Ethereum est passé du Proof of Work au Proof of Stake, et ce avec un certain succès. Alors oui, ça a pris du temps, mais Bitcoin, lui, restera en Proof of Work. Et c'est bien ça le problème. Bitcoin n'a pas la flexibilité que peut avoir par exemple Ethereum, et peut-être demain Bitcoin sera considéré comme obsolète et on peut connaître par exemple le flipping, c'est-à-dire le fait que Ethereum passe devant Bitcoin, non pas seulement en termes d'utilité mais également en termes de capitalisation. Et s'il y a bien une crypto qui peut remplacer Bitcoin, ce serait bien Ether. Car oui, Ether est devenu maintenant, avec le Proof of Stake, il est devenu déflationniste, tout comme Bitcoin. Sauf que Ether, il y a des Ethers qui sont créés tous les jours et ils ne sont pas limités. Et le prochain scénario, comme je te dis, ça serait peut-être le remplacement de Bitcoin, pas forcément remplacé par une crypto-monnaie, mais pourquoi pas par des stablecoins. Les stablecoins, tu les connais, c'est USDT, USDC, DAI, il y a eu l'USTB, lui, il a disparu. Est-ce que finalement les stablecoins ne sont pas l'avenir et remplaceraient et balayeraient d'un coup Bitcoin? Parce que les stablecoins, eux, ils sont stables. Il y en a qui sont backés, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent en dollars dans les coffres. Alors oui, parfois il y a des doutes, comme par exemple avec Tether, comme quoi ils possèdent réellement l'équivalent en dollars dans leur coffre. Mais bref, les stablecoins, ici, il n'y a pas la spéculation comme avec le Bitcoin, donc ça peut apporter de la confiance, ça apporte de la stabilité. Et surtout, en termes d'échange, c'est beaucoup plus simple parce que justement, le cours ne fluctue pas. Les transactions sont rapides et les frais sont ridicules parce qu'elles reposent sur des blockchains qui demandent pas beaucoup de frais. Et les stablecoins attirent tellement que des États veulent faire leur propre coin basé un petit peu sur les stablecoins. Et c'est ce qu'on appelle les CBDC, les CBDC, les Central Bank Digital Currency. En gros, c'est les banques digitales créées par des banques centrales. Et parmi les plus connues et celles qui sont dans le collimateur, on a par exemple la Chine avec le yuan digital, mais on a également les États-Unis qui possiblement prépareraient leur propre CBDC avec un e-dollar. Et ça peut faire mal au Bitcoin car oui, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas investir dans la crypto-monnaie parce que derrière, on n'a pas d'assurance. Tu es responsable de ta crypto-monnaie et si jamais tu es amené à faire une transaction, qu'elle soit scabreuse, qu'elle soit frauduleuse ou que tu te fasses arnaquer, il n'y a aucun moyen de récupérer cet argent-là. Et les CBDC qui sont créés de toutes pièces par les banques centrales et donc par les gouvernements, vont proposer quant à elles une assurance au cas où ce genre de fraude, d'arnaque se passe et apporter une sorte de centralisation. Mais derrière, le revers de la médaille, c'est que derrière, tu vas partager tes données en termes de transactions et toutes les datas, toutes tes informations vont circuler et vont être transmises au gouvernement. Et justement, c'est une belle transition vers le prochain scénario. C'est tout simplement que les gouvernements, les États, bannissent le Bitcoin. On l'a vu avec la Chine qui a banni le Bitcoin et donc il n'y avait pas la possibilité aux mineurs de miner sur les territoires chinois. C'est pour ça qu'ils sont partis dans d'autres pays comme les États-Unis qui représentent 38% des mineurs. Et derrière ce bannissement de la Chine qui a eu lieu en 2020 et 2021, bizarrement, derrière les fagots, il y avait le fameux yuan digital. Donc ce bannissement était un petit peu prémédité pour lancer leur propre monnaie. Et finalement, avec la création de toutes ces crypto-monnaies, on en a vu, il y a plus de 20 000 sur CoinMarketCap sans parler des autres, des stablecoins, des CBDC, finalement, ça va amener Bitcoin à ne pas respecter sa promesse d'être une crypto unique à part entière, novatrice et révolutionnaire, car oui, elle sera peut-être doublée par d'autres crypto-monnaies ou
des monnaies créées par les banques centrales. Et il fallait que je te parle du dernier scénario, c'est tout simplement que Satoshi Nakamoto, tu sais, le créateur sous ce pseudonyme Satoshi Nakamoto, si l'identité du créateur venait à être dévoilée, eh ben ça remettrait en cause toute la confiance, car tout repose sur cet anonymat-là. Le fait qu'il y ait un flou sur qui est Satoshi Nakamoto, on n'a que des rumeurs, on n'a rien de solide et de concret qui amènerait à savoir qui est Satoshi. Mais si jamais son identité était révélée au grand jour, eh ben ça balayerait toute la confiance, car oui, il s'avère que Satoshi Nakamoto posséderait plus de 1 million de bitcoins sur les 21 millions qui vont être disponibles jusqu'à 2140. Et maintenant qu'on a vu tous ces scénarios pessimistes qui amèneraient le bitcoin à atteindre 0, et ben finissons par une note positive sur pourquoi je pense et pourquoi certaines personnes pensent que bitcoin n'atteindra jamais 0. Tout simplement, je te parlais au tout début, c'était les volumes des transactions, mais ça c'est les volumes des transactions souvent sur les échanges. Alors oui, il a réduit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus d'investisseurs mettent leur crypto en sécurité sur des cold wallets. Et si on regarde par exemple sur les échangeurs, tous les échangeurs compris, et ben on estime qu'il y a environ 2,4 millions de bitcoins seulement qui sont disponibles sur les échanges. À savoir qu'aujourd'hui, on a passé les 90% des bitcoins minés qui représentent 19,2 millions de bitcoins. Et ben sur les 19,2 millions de bitcoins qui ont déjà été minés, seuls 2,4 millions sont disponibles sur les échangeurs, ce qui est très peu. Donc ça montre la confiance qu'ont les investisseurs dans le bitcoin, et on estime donc qu'il y a 14 millions de bitcoins qui sont bloqués et qui montrent donc que la confiance elle a augmenté. Oui, bitcoin est jeune, mais bitcoin n'a jamais été hacké de son histoire. Et si on prend une simple stat pour savoir où bitcoin peut aller, si on estime que les investisseurs institutionnels investissent à eux seuls 2,5% de leur capital, et ben ça emmènerait la valeur du bitcoin à être multipliée par 2. Et plus il y aura d'investisseurs, que ce soit les institutions ou que ce soit ce qu'on appelle les retail, c'est-à-dire les particuliers comme toi et moi, et bien moins il y aura de mouvements dans le futur. Et parmi les institutions les plus connues, on a par exemple Tesla, on en a parlé tout à l'heure, mais on a également MicroStrategy avec Michael Saylor qui est un des gourous, et on a également Grayscale qui font partie des plus gros portefeuilles et des plus gros détenteurs de Bitcoin. Et selon une étude qui date de 2018, eh bien deux économistes de la célèbre université de Yale, que sont Yukun Liu et Ale Tsivinsky, eh bien selon cette étude-là de 2018, la chance que Bitcoin tombe à 0 est de 0,4%. Donc voilà pour cette note positive, j'espère que cette vidéo t'a informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner et déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout n'hésite pas à mettre en commentaire qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo. Est-ce que tu penses que ça atteindra 0? Ça m'intéresse de savoir ton avis, donc laisse-le moi juste en bas. On se voit pour une prochaine vidéo. D'ici là, va voir cette vidéo sur Satoshi Nakamoto, t'en apprendras des tonnes. Je te dis à bientôt, ciao.